Bienvenue sur Ici Beyrouth. Notre invité aujourd'hui est le vice-président exécutif du parti Les Républicains, député européen du groupe Parti populaire européen et un grand ami du Liban, François-Xavier Bellamy. Bonsoir. Bonsoir. Et parmi nous aussi, Michel Touma, directeur de la rédaction d'Ici Beyrouth. Bonsoir, Michel. Bonsoir Elie, bonsoir M. Bellamy. Oui. François-Xavier Bellamy, c'est votre deuxième visite au Liban en moins d'un an. Que venez-vous faire dans notre cher pays ? J'ai eu la grande joie, l'honneur d'être invité pour intervenir lors d'un colloque qui aura lieu demain sur le sujet de la situation de l'éducation au Liban et notamment des écoles chrétiennes du Liban qui jouent un rôle majeur dans l'éducation libanaise, mais qui rencontrent aujourd'hui des difficultés immenses. Et je saisis cette occasion pour pouvoir venir rencontrer nos amis libanais dans un moment évidemment extrêmement difficile pour le peuple libanais, un moment d'épreuve immense et un moment très décisif aussi pour l'avenir du pays et l'avenir au-delà du Liban, de sa région et de notre relation d'amitié avec ce pays magnifique. Donc, nous allons parler de la situation, nous allons parler aussi de votre position en tant que député européen et de ce que peut faire ou ne pas faire le Parlement européen et évidemment l'Union européenne. Michel ? Là, moi, je voudrais rentrer rapidement dans le vif du sujet. Le Liban est le théâtre depuis à peu près 2 semaines d'une nouvelle vague de réfugiés syriens. Semble-t-il, d'après un député proche du régime syrien, ce sont des réfugiés économiques, ce qu'on peut appeler des réfugiés économiques, qui sont en train de quitter la Syrie et de traverser les frontières d'une manière illégale, comme toujours d'ailleurs, pour reprendre la chanson d'Adamo. Ils franchissent la frontière de manière illégale et par centaines. L'armée libanaise essaye de les intercepter. Ils ont arrêté plusieurs centaines de ces réfugiés. Mais cette vague se poursuit. Alors je voudrais à cette occasion rebondir sur la fameuse résolution du Parlement européen. Et surtout, dans ce contexte, sur la clause relative aux réfugiés syriens, qui a été peut-être mal perçue ou mal interprétée au Liban, qui a été interprétée comme étant une volonté européenne de maintenir les réfugiés syriens au Liban avec toutes les conséquences que ça entraîne sur le plan démographique, économique, etc. Alors, on a suivi votre position à ce sujet, qui était très claire. Mais pour l'opinion libanaise et pour les responsables, de nombreux responsables libanais, est-ce que vous pourriez clarifier un peu cette résolution, dans quel esprit elle a été faite? Parce qu'effectivement, elle a été mal perçue, mal interprétée. Donc, est-ce qu'on pourriez nous expliquer un peu le bien fondé de cette résolution? Moi, je comprends parfaitement. De cette clause, oui. Je comprends parfaitement que beaucoup de Libanais aient été révoltés par ce passage de la résolution qui a été votée par le Parlement européen, qui effectivement, comme vous le dites, donnait le sentiment que le Parlement, que les Européens, depuis Bruxelles, depuis Strasbourg, ferment les yeux sur l'épreuve immense que les Libanais traversent. Parce que cette crise des réfugiés syriens, c'est d'abord une épreuve pour le peuple libanais. Nous avions défendu une position totalement opposée. Nous voulions que cette résolution appelle à ce que les Libanais puissent retrouver sur ce sujet comme sur la question de l'avenir de leurs institutions leur pleine souveraineté démocratique et que nous puissions sortir de cette crise en faisant en sorte que la communauté internationale cesse de financer le maintien des Syriens sur le sol libanais. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus. Ça aura été une bataille pied à pied pour réussir à obtenir une formulation préférable, mais parce que nous n'avons pas obtenu gain de cause sur ce sujet précis, nous avons, à contre-cœur, accepter de ne pas voter cette résolution, de ne pas la soutenir, alors même qu'elle contenait beaucoup d'autres éléments qui étaient très positifs. Je pense par exemple à l'appel, pour la première fois clair, à des sanctions contre ceux qui paralysent aujourd'hui l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth. Il est temps enfin d'agir. Cette résolution avait le mérite de le dire, elle avait le mérite d'appeler au déblocage du processus institutionnel et à l'élection rapide d'un président. Le Parlement doit, et on y reviendra certainement, avancer rapidement sur cette question, le Parlement libanais. Mais malgré tous ces éléments qui étaient, je crois, positifs, eh bien, il aura suffi que ce paragraphe soit maintenu par
malheureusement, nos collègues des groupes socialistes, des groupes libéraux, nos collègues macronistes au Parlement européen, ou bien des Verts et de l'extrême gauche, qui finalement choisissent par idéologie de ne pas considérer la réalité quotidienne de la situation des Libanais. Je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas cette situation, je le rappelle tous les jours aux Européens qui ne mesurent pas la gravité de cette crise, que le Liban est le pays au monde qui accueille aujourd'hui le plus de réfugiés sur son sol rapporté au nombre de ses habitants, et que cette situation crée des pénuries immenses dont les Libanais ont à souffrir, déséquilibre non seulement leur structure sociale, éducative, leur alimentation en énergie, mais aussi, et c'est je crois ce qui est le plus inquiétant, cette crise des réfugiés syriens met en danger l'équilibre de la société libanaise, cette architecture démographique si singulière qui fait la richesse de ce pays. Et je crois que si nous n'y prenons pas garde et si nous ne réagissons pas enfin, et si nous ne choisissons pas d'ouvrir les yeux sur le drame que vivent les Libanais aujourd'hui, eh bien nous allons mettre en danger à moyen terme, de manière irrémédiable, la construction même de la société libanaise. Vous avez parlé de sanctions dans cette résolution, mais il y a aussi également un cadre de sanctions européen mis en place, si je ne me trompe pas, depuis plus d'1 an, en 2022, au moment des élections législatives libanaises, où juste avant on parlait d'ajourner ces élections. Et il y avait eu un cadre décidé à l'Union européenne de sanctionner toute personne au Liban qui empêcherait le bon déroulement et le bon fonctionnement des institutions libanaises. Et on n'a rien vu. Et c'est pour moi là aussi un sujet de révolte, parce que de fait un travail très important a été fait au Conseil européen, c'est-à-dire lors de la rencontre entre les chefs d'État et de gouvernement, pour créer ce cadre de sanctions. Jusque-là, l'Union européenne ne pouvait sanctionner des acteurs étrangers que s'ils se rendaient coupables de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Pour la première fois, spécialement pour répondre au contexte libanais, un cadre de sanctions a été créé, une base légale qui permet de sanctionner des individus qui mettent en danger le fonctionnement démocratique d'institutions légitimes, et notamment dans le cadre de phénomènes de corruption. Or, c'est exactement à cela que nous avons affaire aujourd'hui. Le Liban est aujourd'hui en train de vivre une forme de coup d'État silencieux. La confiscation des institutions de la démocratie libanaise par une faction armée qui dispose de sa milice, qui obéit à des intérêts étrangers et qui s'appelle le Hezbollah. Et il faut aujourd'hui dire les choses, il faut nommer les responsables. Dans la paralysie actuelle des institutions libanaises, qui a des conséquences terribles pour le peuple libanais, parce que la crise sociale, la crise économique, la dévaluation de la monnaie qui laisse tant de foyers libanais privés de leurs propres économies, du travail de toute leur vie, cette situation, elle sera impossible à résoudre tant que les institutions resteront paralysées, et notamment l'institution judiciaire, mais aussi d'une façon plus générale tant que le fonctionnement institutionnel du Liban restera bloqué. Eh bien, ceux qui bloquent aujourd'hui les institutions, c'est d'abord l'ingérence de cette milice qui ne représente en rien une fraction du peuple libanais, qui représente d'abord les intérêts d'un pays étranger qui veut confisquer au Liban sa souveraineté. Il est temps de mettre en œuvre des résolutions aussi anciennes que celles que l'ONU a prises déjà en 2004. Le Conseil de sécurité exigeait que la souveraineté soit pleinement rendue au peuple libanais, et cela suppose de sanctionner enfin avec détermination cette milice, cette faction qui aujourd'hui n'est pas, encore une fois, une force politique parmi d'autres dans le débat libanais, mais qui est réellement la cause du blocage de la vie politique libanaise. Mais qui empêche aujourd'hui au Parlement européen ou au Conseil européen, en fait, qui empêche que des sanctions soient prises? Est-ce qu'il faut l'unanimité des 27? Donc les 27 chefs d'État doivent décider? Est-ce que le Parlement peut le faire? Qu'est-ce qui bloque? Alors, pour que ceux qui nous écoutent le comprennent, pour que les sanctions soient mises en œuvre, il faut qu'elles soient demandées d'abord par un État, par un gouvernement au sein du Conseil. Et ma surprise n'est pas aujourd'hui qu'il y ait une discussion qui aboutisse à un blocage, mais qu'il n'y ait pas de discussion. C'est-à-dire que pour l'instant, malgré le fait que ce cadre ait été créé, malgré le fait que tout ce travail ait été fait, que la base légale existe, aucun gouvernement européen n'a encore, à ma connaissance,
fait venir le sujet sur la table du Conseil en demandant que ces sanctions soient désormais déclenchées. Et je vois à quel point, malheureusement, depuis les capitales européennes, il est trop fréquent de considérer que le Hezbollah est un partenaire parmi d'autres avec lequel il faut parler et qu'on sortira de cette crise en discutant avec tout le monde. Je crois qu'on sortira de cette crise d'abord en étant capable de reconnaître où sont les victimes et où sont les coupables et que ce n'est pas en mettant tout le monde sur le même plan qu'on arrivera à confondre la solution et le problème. Voilà, justement, c'est un point important, je voudrais rebondir sur ça. La résolution du Parlement européen a mis le doigt sur la plaie, à part la clause sur les réfugiés syriens. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais les autres clauses de la résolution ont mis le doigt sur la plaie. Mais vous avez soulevé le problème du Hezbollah à juste titre. Vous avez dit que tant que le Hezbollah est ce qu'il est, qu'il poursuit sa politique, il n'y a pas de solution radicale à la crise. Mais au niveau européen, dans quelle mesure l'Union européenne et au niveau du Parlement, dans quelle mesure l'Union européenne est consciente du véritable danger que représente la politique expansionniste des Pasdaran? Parce que le principal facteur de déstabilisation dans la région, c'est cette politique expansionniste lancée par les Pasdaran depuis la révolution, depuis Khomeini, depuis 1979. Ils l'ont dit, ils veulent exporter leur révolution. D'accord? Dans quelle mesure vraiment les Européens, au niveau des instances politiques et institutionnelles, sont vraiment conscients du véritable danger que représente cette politique expansionniste? Je crois qu'aujourd'hui, les Européens ne mesurent pas assez que ce danger les concerne, que ce danger nous concerne. Il ne s'agit pas, dans la situation dont nous parlons, et il ne s'agit pas de venir, par une espèce de préoccupation désintéressée, se préoccuper du destin du peuple libanais pour aider les Libanais face à une menace qui les guette. Il s'agit de soutenir les Libanais qui sont aujourd'hui en train d'affronter la menace qui nous concerne. Et nous n'avons pas d'ailleurs de ce point de vue-là ici une situation dans laquelle nous pourrions considérer que nous avons par amitié, par sympathie, un service à rendre aux Libanais. C'est le peuple libanais auquel nous devons être reconnaissants parce qu'il est aujourd'hui en train de souffrir et de subir en première ligne pour la résistance qu'il oppose à cette menace qui nous concerne. Si, comme le veulent malheureusement certains dans les capitales européennes, si les Libanais devaient accepter d'une certaine façon de se soumettre, s'ils devaient se résigner à cette ingérence que le Hezbollah, que l'Iran voudrait leur imposer, de fait, c'est nous qui nous trouverions à notre tour exposés. Et nous savons que ce qui a menacé, y compris la sécurité du Liban, ce qui a conduit, par exemple, à l'explosion du port de Beyrouth, ce sont des pratiques criminelles qui menacent aujourd'hui les capitales européennes à travers des activités terroristes. Donc nous devons être très clairs sur le fait que, encore une fois, nous n'avons pas le droit de considérer tous ceux qui aujourd'hui sont en train de tenter d'infléchir le destin des institutions libanaises comme des partenaires à égalité. Certains veulent la démocratie, certains veulent débloquer les institutions démocratiques pour faire en sorte que le Liban retrouve sa souveraineté, pour désarmer les milices, pour faire en sorte que seule l'armée libanaise puisse, comme dans toutes les démocraties du monde, avoir le contrôle des armes qui circulent sur le territoire du pays, que seule l'armée libanaise soit démocratiquement responsable de la sécurité et de la souveraineté du peuple libanais sur son sol. Il y a d'un côté des forces démocratiques qui obéissent à ces principes que nous partageons avec elles et nous devons les soutenir. Et de l'autre côté, certains militent pour maintenir cette situation d'oppression créée par la présence d'une milice armée sur le sol libanais qui est en même temps un facteur de déstabilisation des institutions et nous devons les combattre et pour commencer, nous devons les sanctionner. Et pour moi, cette équation très simple, elle devrait être partagée aujourd'hui par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Je regrette que trop peu aient le courage de parler clair aujourd'hui. Quand vous dites certains considèrent le Hezbollah comme un partenaire, on peut directement penser à la France, votre pays, et notamment avec aujourd'hui sous le mandat d'Emmanuel Macron, qui normalement nous envoie son émissaire cette semaine, Jean-Yves Le Drian, qui doit revenir cette semaine pour essayer de débloquer la situation. Et dans les dernières positions d'Emmanuel, les dernières depuis la présidence Macron, que ce soit en 2017 en 2018 pardon, avec la conférence CEDRE, après en 2020, après le 4 août aussi, où il a
remis toute la classe politique, dont le Hezbollah, il a renfloué cette classe politique. Les initiatives où à chaque fois, même on a parlé pour la présidentielle, on va donner la présidence au Hezbollah et on donnera la présidence du Conseil du gouvernement, du Conseil des ministres, pardon, aux souverainistes. Donc en gros, c'est votre pays, le premier, on va dire, et le plus intéressé ou le plus présent au Liban, qui lui est... considère ce Hezbollah comme ils n'ont pas la France le pouvoir. Pas la France en tant que français, pays, évidemment. Aujourd'hui, la France est représentée par son président. Merci de cette précision, en effet, Monsieur Touma. Moi, je ne suis pas venu ici faire de la politique intérieure française. Le peuple libanais a besoin d'autre chose que des accords qui peuvent s'exprimer dans la vie démocratique en France. Mais je reconnais parfaitement votre analyse. Et malheureusement, je dois le dire clairement, puisque vous me posez la question, je me sens en désaccord radical avec la position du gouvernement français sur la réponse à apporter à la crise que connaît le Liban. Dans une interview publiée dans L'Orient le Jour, c'était d'ailleurs à ce moment-là, j'étais également au Liban il y a quelques mois de cela, le président de la République française avait conclu son analyse en disant qu'il n'y aurait pas de solution pour le Liban qui ne doive d'abord être négociée avec l'Iran. Et moi, je suis, encore une fois, en désaccord de principe avec cette lecture de la situation géopolitique. Je comprends évidemment la nécessité de regarder la réalité en face. Et cette réalité géographique, géopolitique, on ne l'effacera pas. Mais je crois qu'encore une fois, on ne peut pas confondre au Liban la solution avec le problème. On ne peut pas faire croire qu'on va résoudre les problèmes que le peuple libanais traverse en mettant au centre du jeu celui qui les a causés. Et il me semble fondamental qu'aujourd'hui, en tous les cas, c'est mon sentiment et c'est ce que j'essaye d'obtenir depuis le Parlement européen où se trouve ma responsabilité, il me semble fondamental que depuis l'Europe, et j'espère bientôt depuis la France, vienne de nouveau ce discours clair qui consiste à dire que la priorité absolue pour tous les amis du Liban qui veulent voir le peuple libanais retrouver un avenir confiant, c'est d'abord de lui permettre de sortir de cette situation où il est pris en otage par une puissance étrangère. Nous n'avons pas le droit de renforcer cette prise d'otage en faisant de nouveau de celui qui en est l'organisateur, l'acteur d'une libération dont nous savons en réalité qu'elle ne peut être qu'un mensonge. Il y a durant la dernière rencontre du président Macron avec les ambassadeurs de France, il y a 3-4 jours, je pense, il a lancé une phrase au sujet du Liban. Il a critiqué un peu l'ingérence de l'Iran dans le processus politique au Liban. Est-ce que ça reflète une rectification de tir au niveau du président Macron ou bien c'est une phrase qu'elle a lancée comme ça? Parce que c'est la première fois peut-être qu'il fait allusion à cette ingérence iranienne, ce qui rejoint ce que vous dites. Est-ce qu'il y a rectification de tir ou bien on prend nos désirs pour des réalités, disons? Comme vous l'aurez compris, je suis en France dans l'opposition et je ne suis donc pas le mieux placé pour être le porte-parole qui permettra d'interpréter les expressions du président de la République. Ce que je crois comprendre, effectivement, c'est que la France a compris, que le gouvernement français a compris que cet entêtement n'était tout simplement plus tenable. Pour ma part, j'ai exprimé de manière très déterminée auprès de tous mes interlocuteurs gouvernementaux en France le fait qu'il me semblait absolument indéfendable que le gouvernement français, que l'Élysée soutienne, par exemple, la candidature de M. Sleiman Frangieh à la présidence de la République. Nous savons que c'est la candidature du Hezbollah, nous savons que c'est la candidature de Hassan Nasrallah, puisqu'il l'a dit lui-même. Il est absolument inconcevable, encore une fois, que la France se trouve engagée dans le même camp. Et si elle prend ses distances aujourd'hui, j'en suis évidemment très heureux. Qu'est-ce qui peut être fait, au final, que ce soit de la part du Parlement européen, que ce soit à Strasbourg, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit à Beyrouth? Parce qu'évidemment, on a des partis politiques libanais qui font partie aussi de votre groupe européen, les forces libanaises et le parti Kataeb.
qui font partie, qui sont présents, si on veut, à Strasbourg, quelque part. On a la diplomatie libanaise qui est prise en otage par le Hezbollah, mais on a une diplomatie des partis politiques souverainistes à travers leurs bureaux dans les capitales européennes. On a des personnes comme vous qui pensez comme nous, mais qu'est-ce qui peut être fait pour convaincre ces capitales européennes et convaincre aussi Paris, en premier lieu dans ces capitales européennes? Qu'est-ce qu'à votre avis, on pourrait faire, vous et nous, pour essayer de trouver une solution déjà de survie? Bien sûr, vous avez raison de le dire, il s'agit maintenant de survie, et je crois que le mot est essentiel. Pour ma part, je travaille depuis des mois, depuis des années, depuis le début de mon mandat au Parlement européen, à renforcer les liens entre ces partis libanais que vous avez évoqués, qui représentent le camp de la démocratie, qui défendent la souveraineté du Liban. Et je voudrais d'ailleurs dire ici mon admiration et mon amitié à ceux qui aujourd'hui continuent ce combat, malgré toutes les intimidations, toutes les manœuvres exercées contre eux, malgré les pressions et malheureusement les menaces de mort qui se sont multipliées au cours des dernières semaines. J'ai rencontré à l'instant mon ami Sami Gemayel des Kataïeb. J'ai échangé ce matin même à Bruxelles avec les représentants des forces libanaises et je rencontrerai demain le député Antoine Apchi. Donc nous continuons à travailler avec ces acteurs de la vie politique libanaise qui font partie de notre formation politique, le PPE, pour pouvoir faire en sorte d'obtenir une prise de conscience dans les capitales européennes. Je crois que l'Europe peut agir. Si l'Europe veut, elle a les moyens d'obtenir que la situation se débloque. Je pense en particulier à ce cadre de sanctions qu'on évoquait à l'instant, qui a, je le crois, les moyens de garantir le déblocage au moins d'une partie de la vie institutionnelle du Liban. Je pense également à la nécessité d'organiser maintenant une enquête internationale indépendante sur l'explosion du port de Beyrouth. Nous avons évidemment un intérêt à agir parce que des citoyens des pays européens ont été victimes de cette explosion et nous avons le devoir, puisque l'enquête n'avance pas au Liban, nous avons le devoir de la mener avec les citoyens du Liban qui demandent justice, qui crient justice depuis longtemps. Derrière cette enquête se joue tellement de ce qui gangrène aujourd'hui la situation libanaise. C'est certainement un levier essentiel. Et puis, parce qu'il s'agit de survie, avant que le processus institutionnel ne soit rapidement, j'espère, débloqué, eh bien, il est temps en effet de mobiliser l'aide internationale, de la structurer d'une manière nouvelle. On parlait de la crise des réfugiés syriens. Il faut réorienter l'aide internationale pour que tous les Syriens qui peuvent rentrer en Syrie le fassent dans les conditions les plus rapides et les meilleures possibles. Il faut aussi, et ça c'est je crois un élément fondamental, que nous venions en aide à la société libanaise partout où elle se mobilise pour préserver les fondamentaux de l'avenir du pays. Je pense en particulier à l'éducation. C'est un sujet essentiel. Tant de professeurs sont contraints de quitter leur métier au Liban parce qu'ils ne peuvent plus vivre de leur travail, parce qu'ils ne vivent plus de leur salaire. Et c'est un drame parce que si nous abandonnons les écoles du Liban, alors évidemment c'est l'avenir même du pays qui est menacé à moyen et long terme. C'est aussi le cas du système de santé. Il y a des urgences partout. J'avais eu l'occasion lors de ma dernière visite d'aller rencontrer les médecins, les personnels soignants des hôpitaux qui ont été touchés par l'explosion du port de Beyrouth. C'est le système énergétique. C'est l'approvisionnement alimentaire. Si nous ne faisons pas tout cela en urgence, si nous ne répondons pas à ces urgences de survie, eh bien nous aurons demain, évidemment, une crise plus grave encore au Liban, qui aura d'ailleurs des conséquences migratoires. Évidemment, nous avons le devoir de nous en préoccuper dès maintenant. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy d'être parmi nous. Merci beaucoup Michel Touma. Vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site web www.icibeyrouth.com et sur nos réseaux sociaux. Restez connectés.